Belize, l'ex-Honduras britannique indépendant depuis 1981. Encadré par le Mexique et le Guatemala, c'est le plus petit pays d'Amérique centrale. L'un des berceaux de la civilisation maya. 210 000 habitants concentrés dans les principales villes, Belize City et Belmopan. Cette dernière remplaça la première comme capitale après sa destruction en 1961 par un raz-de-marée. Le pays est composé d'un côté d'une mince bande côtière de 50 km recouverte d'une jungle épaisse qui fait face à la mer des Caraïbes. Elle abrite toujours l'une des espèces déjà mythiques chez les Mayas, le jaguar. De l'autre, des îles coralliennes. Elle forme le deuxième plus grand récif du monde. L'un des plus beaux spots de plongée de la planète, avec des fonds à couper le souffle. Pour protéger cet environnement unique, plus de 40% du territoire est classé parc national. Cay Caulker est la deuxième plus grande île de Belize. C'est là qu'est né Chocolate, un homme particulièrement concerné par la protection de la nature. La mer a toujours été très importante dans ma vie. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, je me fais peu à peu du souci en pensant au jour où je ne pourrai plus prendre la mer. Que ferais-je alors sans l'océan ? À Shark Alley, Chocolate rencontre de vieilles connaissances. Des requins nourrices. Ce qui ne l'empêche pas de plonger. Ces requins sont très familiers. Ils ont l'habitude de l'homme. Autrefois, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, ils viennent de loin, attirés par le bruit du moteur. Dès que le bateau arrive, ils sont là. La réserve naturelle à proximité de Swallow Cay abrite une trentaine d'individus d'une espèce très pacifique, mais en grand danger. Les lamantins. Le canot approche à vitesse réduite. Les hélices des bateaux sont responsables en grande partie de leur disparition. La population se réduit de jour en jour. Leur reproduction est extrêmement compliquée. L'accouplement dure 1 heure et demie. Ensuite, la grossesse dure 12 mois. De là naît un petit. Le nourrisson doit ensuite rester pendant 2 ans auprès de sa mère. Et après les 2 ans, il lui faut encore 2 à 3 mois pour apprendre à se nourrir. Il resterait environ 600 lamantins au Belize. Des animaux dont l'aspect bonhomme a alimenté une flopée de légendes de marins. Celle des sirènes, par exemple.
Les adultes pèsent jusqu'à 1,5 tonnes. Ils se nourrissent d'algues et de racines marines qu'ils broutent à longueur de journée. Mon rêve serait que tous les hommes du Belize coopèrent un peu plus et fassent attention aux animaux. Ce parc est un trésor pour le Belize. Le vœu de Chocolate est en passe d'être exaucé. Le développement du tourisme dans le pays a fait prendre conscience aux habitants du potentiel que représentait son patrimoine naturel et culturel. À San Pedro, le maire Manuel y est particulièrement attaché. Il a fait de sa presqu'île un petit paradis où l'on continue à vivre pieds nus. La première activité traditionnelle est l'agriculture. Le pays exporte du sucre, des bananes, des agrumes. La pêche est gérée et contrôlée de façon à préserver les ressources à long terme. L'économie est stable, les soucis peu nombreux. Alors pourquoi ne pas vivre les doigts de pied en éventail? Depuis l'époque de nos ancêtres jusqu'à nos jours, et le développement du tourisme, en passant par l'ère de l'exploitation industrielle de la noix de coco et de la pêche, nous avons toujours vécu sur un sol composé de sable. Alors nous sommes très fiers de marcher pieds nus et c'est une tradition qu'il est important de maintenir. À force, la corne de la plante de nos pieds est devenue épaisse. Alors pas de problème si le sol est brûlant. En ville aussi, Manuel montre l'exemple. Il se déplace avec une petite voiture de golf, un véhicule électrique. Il vient voir les progrès d'un chantier d'aménagement touristique. Quand on veut faire quelque chose ici, ça dure toujours un peu plus longtemps. Ça remonte à loin. Il y a un adage. Quand on a un rendez-vous à 8 heures, alors on pense à 8 heures en heure de Belize, donc 1 heure plus tard. Avec un développement progressif, on peut voir les mauvais côtés éventuels et on peut corriger le tir. Pour le futur, cela signifie qu'on apprend à éviter des problèmes lors d'aménagements ultérieurs. Mais quand ça explose d'un coup, il peut y avoir des conséquences désastreuses. Nous voulons rester une destination d'écotourisme. Et pour preuve, le restaurant où déjeune le maire chaque jour est l'un des plus réputés de San Pedro. Ellie's Kitchen a conservé depuis 20 ans son sol en terre battue et ses fruits de mer délicieux. Le soir, en ville, on s'amuse de peu de choses. Le lancer de poulet est une tradition au moins aussi forte et aussi ancienne que celle des pieds nus. Les paris vont bon train. Voilà la main qui m'a fait gagner $100. Et qu'est-ce que vous allez en faire? On va les dépenser ce soir, c'est certain. Sur le lagon de New River, Laura Howard est en route pour son travail. Le site de Lamane. Laura est archéologue et Lamane est le site maya le plus spectaculaire du Belize. À chacune de ses visites, elle retrouve Nasarioku, un garde forestier qui connaît mieux que personne les forêts dans lesquelles se cachent les ruines. La construction de la ville remonte à 1500 avant Jésus-Christ. Certains de ces édifices datent de 800 à 600.
Elle resta un centre cérémoniel important jusqu'à l'arrivée des conquistadors espagnols au XVIe siècle. La pyramide la plus imposante mesure 34 mètres. La cité comptait 50 000 habitants à son apogée. I am the person in charge of Lamanai, and it's simply like I am opportunistic at this point. So very well privileged because I climb these buildings right here. So I just feel like in the olden days with my grandfathers would climb up these buildings. And of course you feel a touch of spirit, spiritualism, because this is actually a temple where my grandfathers used to worship. Now worshipping on these buildings makes the building holy. And by climbing this, you are spiritually enlightened and also nourished and fortified. Il reste encore beaucoup à découvrir à Lamannais. Seuls 5% des bâtiments ont été excavés. Il en reste 700 à fouiller et les ruines s'étendent en profondeur sur plusieurs strates. Chaque jour, Laura découvre de nouveaux vestiges. Cette pointe de lance date du IXe siècle après Jésus-Christ. En bordure du site, un moulin à sucre en ruine construit par des colons anglais. D'autres bâtiments ont été transformés pour l'accueil des scientifiques. Probably to me, one of the most important things is being able to look at ancient populations and what's occurred and what's happened to them. Le plus important, c'est probablement d'étudier ces anciennes populations, de chercher à comprendre ce qui leur est arrivé et de les comparer à ce que nous connaissons dans les cultures modernes. Nous savons aujourd'hui que la grande culture maya a beaucoup souffert à travers les guerres, les périodes de sécheresse et les maladies. Et je crois qu'il y a là certaines choses que nous pouvons apprendre d'elle. Les vestiges sont conservés dans un petit musée sur le site. Mais beaucoup d'éléments qui auraient pu permettre d'en savoir plus sur la culture maya ont été détruits à l'arrivée des Européens en Amérique centrale. Les Espagnols ont pillé et détruit systématiquement toutes les cités-États mayas. Je suis triste de ce que les Européens ont fait à mes ancêtres. Ils n'ont pas essayé une seule fois de comprendre ce monde. Les Européens agissaient selon la loi du plus fort et pensaient qu'ils pouvaient nous chasser. C'était une grande erreur. Seuls quelques-uns d'entre nous sont restés. Des hommes qui possédaient la même force spirituelle. Et elle existera encore longtemps en nous. Nazario revendique cette filiation et il n'est pas le seul. À San Antonio, dans les montagnes mayas, vivent Maria, Silvia et Juanita, les sœurs Garcia. Au Belize, elles sont célèbres pour leur fidélité à la tradition maya. Depuis 1983, elles sculptent des motifs anciens en relief sur des tablettes en pierre. Maria est l'aînée et elle enseigne à ses sœurs, ses nièces et toute sa famille la signification de cette culture ancestrale.
Ça fait partie de notre tradition. It C'est une have partie come de a long nous-mêmes. way, and I Nous, think autres we should Mayas, continue nous on, avons une longue to histoire. preserve it. Et je pense que c'est de notre For devoir de future préserver tout generations ça. as well, so that the Les kids can know générations where, futures doivent they apprendre d'où came elles viennent from, et qui elles sont, whom they are, et tout simplement qu'elles font partie d'une grande where culture. their culture, L'héritage culturel est devenu une activité lucrative pour les sœurs Garcia. Après les sculptures, elles ont remis au goût du jour les recettes de la médecine traditionnelle maya. Les ingrédients ne sont pas loin. Des arbustes, des feuilles, des racines, et les plantes poussent dans le jardin, derrière la maison. Dans ma famille, il y a une longue tradition et une longue histoire. Mon oncle Don Elicho Panti était l'un des guérisseurs mayas les plus connus du Belize. Il m'a dévoilé beaucoup de secrets. Comment on doit utiliser les plantes médicinales, pour quel type de maladie et à quel moment les utiliser. Juanita est la plus jeune des sœurs Garcia. Elle a 18 ans et va se marier bientôt. Elle a choisi de le faire dans la tradition maya. Sa sœur l'amène vers les grottes de Las Ofendas, dans les montagnes. Ces cavernes servaient déjà de lieu de sacrifice aux Mayas. Ils venaient y faire des offrandes en l'honneur des dieux. Le feu, la pierre, le soleil ou l'homme ont chacun leur place dans la cosmogonie ancienne. Maria se charge de la prière pour sa petite sœur Juanita. Elle aussi est passée par là avant son mariage. Je trouve que notre religion est particulièrement belle, car nos croyances sont étroitement rattachées à la nature et toutes les choses sont également étroitement liées entre elles. Le soleil, la lune, l'art, les insectes, tout. Chez les Mayas, la fête avait aussi ses propres règles. Pour Juanita, la veille de ses noces, la tradition est respectée. Les musiciens jouent du marimba. Toutes les femmes du village participent à la danse. Demain, le mariage sera néanmoins célébré à l'église, car le futur mari de Juanita est catholique. Belize possède une géographie au moins aussi riche que sa culture. Et dans la jungle, certaines espèces aiment à se faire entendre. En particulier les Alouata caraya, les singes hurleurs. Avec de tels voisins, Ronan Broquette a renoncé depuis longtemps à dormir le matin. Biologiste spécialisée dans l'étude des primates, elle s'est installée dans la jungle, directement dans le voisinage de cette espèce bruyante, pour mieux l'étudier. Leurs cris, amplifiés par une morphologie particulière, sont audibles à plusieurs kilomètres. Ils servent aux individus à localiser les groupes, à évaluer leur distance et leur composition. Je trouve tous les animaux fascinants. Les hommes les étudient depuis longtemps et continueront demain. Les primates comme le singe hurleur noir sont bien sûr particulièrement intéressants pour les chercheurs, car ils nous ressemblent beaucoup, et à travers les parallèles que nous pouvons établir, nous en apprenons également plus sur nous-mêmes. Ronan Broquette est américaine, originaire de Dallas. Elle a déjà levé plus d'un secret sur cette espèce, particulièrement bien adaptée à ses conditions de vie dans la jungle.
singes hurleurs ont des musculatures puissantes, une queue préhensible qui leur offre un appui, un outil supplémentaire dans toutes leurs activités. Végétariens, ils trouvent dans la forêt une nourriture en abondance. Les mâles font en moyenne 1,5 fois à 2 fois la taille des femelles. Ils vivent en groupes de 2 types composés de 4 à 7 individus, soit un mâle accompagné de quelques femelles et leurs petits, soit des groupes de jeunes mâles qui viennent tenter de prendre leur place. Avec leurs cris, les mâles délimitent également les limites de leur territoire. Les singes hurleurs ont un larynx agrandi, comme une pomme d'Adam, comme celle que nous avons aussi. Il sert de caisse de résonance au cri, et c'est ce qui leur donne cette puissance. On peut les entendre sur plus d'1 kilomètre. Cela peut très bien effrayer quelqu'un qui n'y est pas habitué. 1200 singes hurleurs vivent encore dans la forêt du Belize. Mais leur sort est préoccupant. La déforestation menace la survie de l'espèce. Ronan Brockett se bat pour leur survie. Dans sa petite base au fond de la forêt, elle s'occupe des animaux orphelins retrouvés par des policiers sur des marchés ou chez des particuliers. Elle les remet en forme avant de les relâcher dans la jungle. Celle-là a été retrouvée à Belize City, chez un particulier. Elle n'avait pas d'eau, seulement quelques croûtes de pain, et ça n'est pas précisément sa nourriture naturelle. Elle est complètement sous-alimentée, et elle n'avait pas d'ombre. Malheureusement, lorsque nous entendons parler de cas comme celui-ci, il est souvent trop tard. Souvent, je reçois un appel, mais le temps d'intervenir, l'animal est mort. À des kilomètres de toute habitation, la cabane de Ronan est la plus spartiate. Seul lien avec le monde, un ordinateur et un téléphone. Quand celui-ci veut bien fonctionner. Ces recherches sont financées par des particuliers américains. Régulièrement, elle leur envoie par mail des comptes rendus de ses travaux. Je suis heureuse quand je suis dans la jungle, toute seule la plupart du temps. Bien sûr, parfois ça m'arrive de me sentir seule, mais c'est tellement de satisfaction quand je remets des singes en liberté. L'année dernière, j'en ai relâché 2. Dans la jungle, ils se sont intégrés à un groupe de 3 individus. Ils vont à merveille. Pour moi, ce sont ces expériences réussies qui me font continuer. Sur la Belize River, le principal fleuve du pays, Martin Velasquez est à la poursuite d'un autre trésor. La rivière serpente à travers le haut pays de Terra Caliente, une jungle humide, habitée par quelques Indiens isolés. Son Graal, les papillons multicolores qui peuplent la forêt. Et surtout l'une des espèces les plus rares d'Amérique latine, le Blue Morpho. J'aime les papillons depuis mon enfance. Petit, je les mettais dans des bouteilles et je ramassais les chenilles. Juste comme font tous les enfants de la région.
La diversité de cet animal est tout simplement incroyable. Que ce soit au bord du fleuve, sur les champs, dans les jardins des maisons, partout ça grouille de papillons. Ces animaux sont un des plus bels exemples de la vie, de cette énergie qui nous crée. Depuis une dizaine d'années, Martin est à la tête du Sha Creek Butterfly Center, un centre qui étudie et répertorie les variétés vivantes au Belize. Au minimum 500. Le morpho bleu est l'un des papillons parmi les plus grands et les plus colorés du monde. Le centre s'est fait une spécialité de l'élevage de cette espèce. Les spécimens sont vendus jusqu'à 10 € l'unité. Après 8 semaines, les chenilles tissent leur cocon. Elles sont prêtes pour la grande mutation et après quelques jours d'incubation, tous les matins à la même heure, des dizaines de papillons sortent enfin de leur chrysalide. C'est certainement l'un des plus grands miracles de la nature. Pas un autre être vivant ne se transforme dans sa vie aussi radicalement qu'un papillon. Il a une si belle allure ensuite. C'est un miracle. Chaque semaine, Martin se rend également dans des écoles du pays. Il donne des cours aux enfants sur les papillons. Il leur explique patiemment toutes les étapes qui transformeront la chenille en une merveille de légèreté. You see how I grip it with my finger like this? Alright. You have a butterfly ring. Now you want to make a wish and make it go? Make it set free? Can you set it free? Yes, very good. Les papillons sont innocents comme les enfants. Les élèves apprennent très vite et ils se souviendront de cette journée toute leur vie. C'est pour cela que j'aime tant travailler avec des jeunes, avec des enfants. J'espère aussi que mon cours les éveillera à la protection de leur environnement. Et Martin est un peu comme un enfant. Lui aussi reste persuadé qu'un vœu se réalise à chaque fois qu'un papillon est remis en liberté. Mais ceux-ci n'ont pas l'air décidés à abandonner celui qui les aime tant. La jungle du Belize abrite une autre espèce fascinante, le jaguar. L'animal serait originaire d'Arizona, plus au nord. Il aurait migré vers le sud au cours des millénaires. Aujourd'hui, il vit principalement en Amérique centrale et dans le bassin amazonien.
Koh Ksomb est une réserve naturelle de 40 000 hectares qui abrite 120 spécimens. C'est là que travaille Jack. Il fréquente l'animal depuis sa plus tendre enfance. La première fois que je suis entré dans la jungle, j'avais 8 ans. Et c'était pour suivre des amis. Moi aussi, je voulais y aller. La première fois que j'ai vu un jaguar, j'ai eu très peur. Parce que tout le monde disait que le jaguar était très dangereux, qu'il était mangeur d'hommes. Mais ça n'est pas vrai. Dans toute l'Amérique centrale, l'animal fait l'objet d'un culte particulier depuis des temps immémoriaux. Hier, c'était les Mayas. Aujourd'hui, ce sont les artistes comme Caroline Carr qui aiment le représenter. Là, il voit son repas favori. Et tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de s'approcher tout doucement et d'attraper un pécari. Pour moi, ce tableau évoque l'esprit de la jungle. Les jaguars sont particulièrement habiles pour se dissimuler dans la forêt. Cette disposition ne rend pas les travaux des chercheurs évidents. Ernesto Sacchi est le directeur de la réserve de Koh Ksomb. Le jaguar est le symbole de la puissance. Il est toujours comparé à un souverain qui règne sur son peuple. Les taches de son pelage représentent les étoiles du ciel, desquelles le roi domine son pays. Notre objectif est de protéger la forêt équatoriale et son écosystème. Nous croyons que c'est très important. Et cette réserve est stratégique, car elle regroupe une grande variété de la faune et de la flore de notre pays. À 1 heure de Belize City, l'environnement est resté lui aussi intact, ou plutôt inchangé. Et ce, depuis le XVIIIe siècle. Shipyard est une communauté ménonite. La journée de travail de Jan Penner commence à l'aube par la traite des vaches. Il est accompagné par son fils aîné Michael. Les Ménonites appartiennent à une secte protestante qui vit le jour en Suisse et aux Pays-Bas à l'époque de la Réforme. Ils vivent en collectivité autonome conservatrice qui refuse souvent de s'intégrer à la société moderne. En 1958, 3500 membres de la secte sont arrivés au Belize. Ils constituent aujourd'hui de prospères fermiers fournissant la plupart des produits agricoles. Mais ils continuent à vivre sans électricité, sans machine, sans eau courante et sans voiture. J'ai grandi de cette manière, et je n'ai pas du tout d'autre choix. Ce n'est pas un problème pour moi de rouler en calèche. Je loue une voiture ou un téléphone quand j'en ai absolument besoin. Pourquoi devrais-je faire autrement? Toute ma famille habite ici. J'ai grandi ici. D'un côté, c'est paisible, mais bien sûr, c'est aussi dur quelquefois. Petites entorses à Shipyard, les tracteurs sont autorisés à condition qu'il n'y ait pas de pneus, comme au début du XXe siècle. Dans la Syrie, un vieux générateur diesel fournit le courant nécessaire aux travaux.
Les Ménonites sont des artisans habiles et les meubles qu'ils fabriquent connaissent un succès indémodable. Le travail de la ferme, le travail de mécanique et de construction, ce sont surtout nous, les Ménonites, qui le faisons. Nous construisons les maisons des Bélysiens. En outre, nous élevons une quantité de poulets, de porcs, de bœufs. Autrefois, la viande était importée des États-Unis. Aujourd'hui, nous fournissons tout le Belize. Et parfois, nous devons même exporter. Fuyant les persécutions, cette branche de la secte est arrivée du Mexique. Les Britanniques qui contrôlaient le pays les ont accueillis, comptant bien récupérer par là même des hommes durs à la tâche, qui ne ménageraient pas leurs efforts et qui participeraient au développement du pays. La plupart des Ménonites ont moins de 30 ans. Les familles ont souvent plus de 15 enfants. Les femmes n'ont pas d'autre choix que de s'occuper de tout ce petit monde. La communauté suit à la lettre les préceptes de la Bible. Sa langue principale reste celle de ses origines sur le vieux continent, un bas dialecte allemand. Was ist das Notwendigste, wonach ein Mensch in diesem Leben trachten soll? In Gottes Gemeinschaft und Gnade zu leben und nachmals die ewige Seligkeit zu erlangen. Muss ein Mensch nicht auch für den Unterhalt seines Lebens sorgen? Of course, they are very important. Bien sûr, les enfants sont les plus importants. Ils sont les premiers dont on doit s'occuper. Ensuite viennent les vaches. Les Ménonites se sont totalement intégrés au paysage de Belize avec quelques spécificités. Ils ont obtenu d'être dispensés de services militaires, d'impôts et peuvent gérer leurs propres écoles. Aujourd'hui, j'ai laissé une bouteille de gaz là. Les Ménonites ont fait une de ces têtes lorsque j'ai apporté la bouteille. Ils n'aiment pas du tout ça. Mais pour moi, c'est la seule possibilité. Avant, j'ai essayé de faire la cuisine au feu de bois, mais c'était impossible. Il m'a fallu attendre 2 heures avant que le feu prenne vraiment, et ensuite il m'a fallu encore 1 heure pour la cuisson. 3 heures s'étaient écoulées. À Apaburdon Creek, dans une autre communauté, Helmut Schröder est un peu un cas à part. Il est arrivé ici par hasard il y a quelques années, en provenance d'Allemagne de l'Est. Les Ménonites l'ont accepté dans leur communauté. Depuis, il peut vivre simplement, comme il l'a toujours souhaité. Les Ménonites d'Apaburdon Creek vivent leur religion au plus strict. Leur communauté est régie par la Bible. Les jeunes n'ont le droit d'avoir des contacts avec d'autres personnes que lorsqu'ils doivent aller chez le médecin ou si une visite en ville est indispensable pour une raison de première nécessité. À l'école, toute modernité est niée. Les enfants d'Apaburdon Creek n'apprennent que 3 matières: la religion, le calcul et l'allemand. Il n'y a qu'un seul panneau de circulation dans le village, qu'une seule pompe à eau pour 200 âmes. Les charrues sont faites à la main et les seules ressources des Ménonites, leurs bœufs, leurs moutons et le travail du bois. Je pense que l'évolution n'est qu'une question de temps. Cette façon de vivre traditionnelle est obligée de s'adapter à la modernité. Les jeunes vont un jour ou l'autre en ville. Ils sont confrontés à la réalité des choses, de la société contemporaine. Ça ne peut pas rester sans effet. D'ici à retrouver des Ménonites sur les plages de Belize, il y a tout de même un fossé qui mettra longtemps à se combler. Surtout à Drandiga, là où est né le Punta Rock. Une musique qui doit ses origines à une autre communauté, longtemps à la recherche de la terre promise.
les Garifuna. Ces descendants des Indiens Caraïbes et Arawaks, mélangés aux esclaves en fuite, refusèrent toujours de se soumettre. Après des siècles d'errance, ils débarquèrent sur cette plage en 1823. Ils la baptisèrent Drangliga, ce qui signifie « ici, l'eau sucrée est proche ». Apportant avec eux leur musique et leur danse, ils influencèrent toute la culture musicale du pays. Andy Palacio est le maître incontesté de ce courant, appelé aussi paranda. Un mélange de rythmes de l'Afrique de l'Ouest et de flamenco hispanique. Les percussions sont à la base de notre musique. Nous construisons tout autour du rythme des percussions. Les instruments sont relativement nouveaux. Des claviers, des guitares et des basses. Des éléments rock qui se mélangent à la soca. On appelle ça le punta rock. Il est très fréquent que les textes ne parlent pas de choses drôles. Et c'est aussi pour ça que nous dansons, pour échapper à la dure réalité. Andy est à l'origine de la renaissance de tout ce folklore. Qu'ils soient pêcheurs, commerçants ou fermiers, les Garifunas continuent d'habiter des baraques de fortune le long de la côte. La musique, la danse sont des plaisirs, pas des métiers. Et plus encore, des offrandes pour communiquer avec les esprits des ancêtres. Les plus grandes stars de Paranda continuent à gagner leur vie avec de petits boulots. Depuis 4 siècles, les Garifunas ont appris à survivre. Menacés d'extinction, leur culture renaît avec le punta rock. Une autre facette de Belize se découvre en altitude. Un survol du pays conduit au-dessus des Maya Mountains. Elle délimite la frontière avec le Guatemala. Le plus haut sommet culmine à 1200 mètres. En redescendant vers la côte, des ruines mayas surgissent de la jungle. C'est Caracol. Mais à une demi-heure de vol se trouve l'un des sites les plus spectaculaires du pays. La barrière de corail, ses îlots et surtout le Blue Hole, le trou bleu. Cette formation géologique unique au monde est née avec l'effondrement d'une grotte sous-marine. Elle est devenue un spot de plongée réputé depuis l'expédition du commandant Cousteau qui l'a fait connaître dans le monde entier. Les plongeurs viennent des 4 coins du monde, mais la grande majorité d'entre eux est américaine. L'infrastructure est désormais bien organisée. La plongée est sans danger à condition de respecter les paliers de décompression. À 50 mètres de profondeur, une pose photo est même prévue. Un trophée incontournable. Le Blue Hole s'est sans doute formé pendant l'ère glaciaire. À partir de 120 mètres, la présence de stalactites géants accrochés aux parois signe l'existence d'une grotte dont le plafond s'est effondré. Certaines mesurent plus de 20 mètres.
Après une sortie au Blue Hole, un autre secteur de plongée a de quoi séduire à nouveau les fanatiques. Les Bélisiens l'appellent la cathédrale. Des sortes de canaux fissurent la barrière de corail sur le dessus. Avec les marées, ces zones sont alimentées en oxygène et en plancton, et elles abritent près de 460 espèces de poissons. Dernière plongée. L'allée des raies et des requins. Shark Ray Alley. À l'intérieur de la barrière, au sud d'Ambergis Cay. Les raies semblent particulièrement apprécier la présence des plongeurs et viennent se frotter à eux. Les requins nourrices ne tardent pas non plus à venir pointer leur nez. Il est vrai que les plongeurs ont souvent une petite friandise à leur offrir. Revers du tourisme, la mer n'est plus aussi sauvage qu'elle ne paraît.